Une ombre plane là où fleurissent les secrets. Quelqu'un a payé le prix fort sous la véranda. Bienvenue dans Détective Eternos. Je suis votre hôte Louis. Partagez vos impressions dans les commentaires. D'où regardez-vous aujourd'hui? J'ai hâte de vous lire. Plongeons-nous dans l'aventure. Le soleil d'été baignait chaleureusement Seine. Mildred's, ce village pittoresque et paisible qui s'enorgueillissait d'avoir les plus beaux chrysanthèmes et l'exposition florale la plus compétitive du comté. Cet événement annuel était plus qu'une simple démonstration horticole. C'était le cœur même de la vie sociale du village, où des rivalités aussi vieilles que les haies et des rancunes aussi délicates que des roses pressées étaient mises en évidence, poliment mais incontestablement. Sur la pelouse du presbytère, un immense chapiteau blanc flottait doucement au vent. En dessous, des tables étaient chargées de fleurs, chacune portant une inscription soignée, des roses rougissant comme des jeunes filles timides, des dahlias audacieux comme des armoiries, et des pois de senteurs répandant leur parfum pastel. Les juges, 2 membres de la Société d'horticulture du comté, et Madame Penelope Briggs, qui prit ses fonctions avec la solennité digne d'une nomination royale, se déplaçaient lentement parmi les candidatures, murmurant au sujet des pétales et des longueurs de tiges. Miss Jane Marple, vêtue d'une robe d'été bleu pâle et d'un chapeau de paille modestement bordé de rubans, déambulait d'un pas tranquille, son regard bleu perçant passant d'une plante à l'autre avec le même intérêt. Elle n'avait pas pu entrer cette année. Sa dernière tentative, un modeste vase de lavande, avait été rejeté par Madame Briggs, la jugeant agréable mais peu inspirée. Cependant, elle ne manquerait pas l'occasion d'observer ses voisins dans un cadre aussi révélateur. Un événement public, se disait souvent Miss Marple, ressemblait d'un peu à une partie de cartes où les mains de chacun étaient partiellement exposées, pour peu que l'on sache où regarder. À 3h30, la tente-à-thé bourdonnait d'activité et le brouhaha des conversations avait atteint un ton joyeux. Madame Clara Whitcomb, resplendissante dans son chapeau en forme d'hortensia, proclamait haut et fort que ses roses auraient remporté la première place si cet homme d'Upper Brenton n'avait pas charmé les juges. À quelques mètres de là, Madame Leslie Cottrell servait le thé avec l'efficacité gracieuse de quelqu'un qui sait que chaque oreille est à l'affût des ragots. Le nouveau résident du village, M. Lionel Carroway, se tenait un peu à l'écart de l'agitation. C'était un homme grand, aux cheveux prématurément argentés, qui avait l'habitude de jeter des coups d'œil autour de lui, comme s'il s'attendait à se retrouver en compagnie d'étrangers. Il avait loué la Limessa, une belle maison géorgienne dotée d'une vaste véranda, et semblait désireux de s'intégrer. Trop désireux, peut-être, pour un homme qui prétendait être à la retraite sans rien de particulier. Ce fut mademoiselle Emily Price, l'organiste, qui la première mentionna le conservatoire sur un ton qui dépassa ses intentions. « Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans » dit-elle à une compagne. « Des orchidées de toutes les nuances et la plus étrange collection de fleurs exotiques que j'ai jamais vues dans cette paroisse. » La remarque, entendue par une demi-douzaine d'autres personnes, suscita un léger intérêt dans l'assemblée. Les plantes exotiques dans un village endormi étaient aussi voyantes qu'un parapluie écarlate sous une pluie torrentielle. À 16h, les prix avaient été remis et les gagnants se félicitaient les uns avec une chaleur sincère, les autres les dents serrées, et les gens commençaient à se diriger vers les sorties. Miss Marple s'attardait, attendant les petites dispersions qui, si souvent, ouvraient la voie à des bribes de conversation révélatrices. Elle fut récompensée lorsqu'elle entendit Madame Briggs, s'adressant un peu trop sèchement à M. Carroway, dire « Eh bien, j'espère seulement que vous avez pris les précautions nécessaires. Ces choses-là peuvent être plus gênantes qu'elles n'en valent la peine. » Plus tard, tandis que l'on démontait les dernières tables à tréteaux, une soudaine agitation éclata à l'autre bout du jardin du presbytère. Une jeune servante du Lims, pâle et visiblement secouée,
avait couru à la recherche du gendarme local, son tablier en désordre. La nouvelle se répandit avec cette étrange frénésie villageoise qu'il s'était passé quelque chose dans la serre de M. Carroway. Miss Marple, toujours aussi discrète, fut parmi les premières à entendre les détails. L'agent, jeune et sérieux, mais visiblement perturbé, se tenait devant le Limes avec la femme de chambre et en voisin M. Headley qui s'était précipité. « Mieux vaut que personne n'entre pour l'instant, » dit l'agent d'une voix basse mais pressante. « M. Carroway est, eh bien, il est mort. » Des halètements et des murmures s'ensuivirent, résonnant à travers les pelouses impeccables et jusque dans la rue. Quelqu'un demanda s'il s'agissait d'un accident, et l'agent secoua la tête d'un air sombre. On dirait bien que non. Il faudra appeler l'inspecteur Crayford de Brenton. Miss Marple inclina légèrement la tête, sans se montrer intrusive, mais son esprit était déjà en ébullition. Après tout, elle avait observé M. Carroway ces derniers mois, son empressement à se faire des amis, ses accès d'impatience occasionnels, sa façon prudente d'éviter de parler de son passé. Et maintenant, il est mort au milieu de ses orchidées. Alors que la foule grossissait devant The Limes, la lumière de l'après-midi commença à décliner, projetant une teinte dorée sur les briques rouges de la maison et une lueur étrangement sereine à travers les vitres de la véranda. Yas Kingsons. L'intérieur, à peine discernable à travers les ombres grillagées, gisait la silhouette immobile de M. Carroway, son apparence autrefois impeccable, défigurée par la mort. De son point de vue, Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Un petit pot renversé sur le sol carrelé, la terre répandue en un croissant sombre. Même d'ici, elle crut distinguer la tige d'une fleur non indigène à ce climat. À l'arrivée de l'inspecteur Crayford, homme solide et réputé pour son efficacité, les commères avaient déjà commencé à élaborer leurs théories. Certains chuchotaient à propos d'un cambrioleur, d'autres de vol de plantes rares, et un ou deux laissaient entendre de sombres intrigues étrangères. Miss Marple écoutait, se contentant d'un léger hochement de tête ou d'un encourageant « Oh, vraiment ?» lorsqu'on lui demandait. Elle savait pertinemment que les premières impressions étaient souvent fausses, mais elles en disaient long sur les esprits qui les formaient. Lorsque l'inspecteur sortit enfin de la véranda, son expression était réservée. Il s'adressa au petit groupe de spectateurs avec une fermeté qui ne souffrait aucune objection. « J'aurai besoin des déclarations de ceux qui ont vu M. Carroway aujourd'hui, en particulier de ceux qui lui ont parlé cet après-midi. Et je dois insister pour que personne ne s'approche de la véranda avant la fin de notre travail. » Miss Marple, croisant soigneusement les mains sur le manche de son réticule, songea combien il était naturel pour la nature humaine que, même maintenant, plusieurs villageois calculent combien ils pourraient glaner de plus s'ils pouvaient seulement jeter un coup d'œil par eux-mêmes. Mais elle se contenta d'attendre. Après tout, en matière de meurtre comme en jardinage, certaines choses ne se révèlent qu'avec le temps. Tandis que les villageois se dispersaient, certains à contre-cœur, d'autres l'air sombre et excité, Miss Marple rentra chez elle par le chemin, l'esprit aussi silencieusement occupé qu'une ruche. L'air du soir était doux, parfum d'herbes coupées et d'une légère odeur de rose d'été. Et pourtant, sous ce calme paisible, une tension nouvelle régnait à St. Mildred. Un homme avait été tué sous le toit de sa propre véranda, et la vérité, soupçonnait Miss Marple, serait aussi emmêlée que les racines de ses orchidées les plus précieuses. De retour dans son élégant salon au bout de High Street, Miss Marple se servit une tasse de thé et s'assit dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Contrairement à d'autres, elle ne se demandait pas si la police allait résoudre le crime. Elle savait l'inspecteur Crayford compétent. Mais mes compétences n'étaient pas synonymes de compréhension des faiblesses et des tromperies complexes du comportement humain. Et c'est là, songea-t-elle en sirotant son thé, qu'elle pourrait se rendre utile si l'on s'y prenait très discrètement. Le lendemain matin, St. Mildred avait déjà pris son rythme particulier, propre à toute tragédie locale.
Au chant matinal des merles et des rouges-gorges se mêlaient, dans le salon comme dans la cuisine, les murmures feutrés mais fervents des spéculations. Un meurtre était rare dans le village. Il est rare que certains aient insisté pour dire qu'il s'agissait d'un accident malheureux jusqu'à ce que le poids des rumeurs rende le démenti impraticable. Au salon de thé Bluebell, Madame Leslie Cottrell présidait la réunion matinale tel un chef d'orchestre, chaque villageois apportant sa touche de conjecture. « Je l'ai vu hier encore », déclara-t-elle en soulevant sa théière avec une précaution théâtrale. Il semblait perturbé. Pas effrayé, exactement, mais vigilant. Et il avait de nouveau cet étui en cuir avec lui, posé sur le banc à côté de lui comme un joyau de la couronne. Son auditoire, composé de 3 matrones locales et de M. Wilkins, le marguillier, se pencha, impatient d'en savoir plus. « Qu'est-ce qu'il y avait dedans, à votre avis ?» demanda Mme Whitcomb, son ton laissant entendre qu'elle soupçonnait déjà quelque chose d'illicite. « Je ne saurais le dire, » répondit Mme Cottrell, ce qui, en langage villageois, signifiait qu'elle avait déjà envisagé une demi-douzaine de possibilités. Mais on entend souvent parler de vol de spécimens de plantes de valeur, n'est-ce pas? Orchidées, fougères rares, toutes ces plantes ont une grande valeur pour le collectionneur averti. Miss Marple, qui avait pris sa place habituelle près de la fenêtre avec une modeste théière et un scone au raisin, écoutait sans en avoir l'air. Elle savait que le don de Mme Cottrell pour la broderie ne se limitait pas à l'aiguille et au fil. Pourtant, sous les ornements, il y avait souvent un fond de vérité digne d'intérêt. Pendant ce temps, l'agent de police faisait sa tournée, demandant poliment mais fermement les témoignages de tous ceux qui avaient assisté à l'exposition florale ou visité The Limes récemment. Sa présence dans le salon de thé fut accueillie par un déferlement soudain de tasses de thé posées et de chapeaux ajustés. « Bonjour, mesdames. Monsieur Wilkins, » dit-il en touchant le bord de sa casquette. « Puis-je vous demander quelques mots, Madame Cottrell ?»« Oh, bien sûr, » dit-elle, visiblement ravie de l'attention officielle. Les autres, privés de leur principal interlocuteur, tournèrent leur regard vers Miss Marple. « Vous avez dû voir quelque chose hier, Miss Marple, » s'aventura Madame Whitcomb. « Vous y êtes restée aussi longtemps que quiconque. » Miss Marple sourit faiblement. « J'ai vu ce que tout le monde a vu, j'imagine. Des fleurs, des juges, une multitude de beaux chapeaux. Et, bien sûr, M. Carroway, parlant à Mme Briggs d'un ton plutôt vif. Mais bon, les jardiniers peuvent être passionnés par leur travail, n'est-ce pas? » C'était une remarque volontairement douce, mais elle suscita exactement la réaction qu'elle attendait. Mme Whitcomb haussa les sourcils et se pencha en avant. « Vif, dites-vous? J'ai entendu dire par la jeune Alice, la bonne, que Mme Briggs l'avait mise en garde contre quelque chose. Elle n'a pas voulu me dire quoi, bien sûr. » Miss Marple hocha la tête, comme si elle ne pensait qu'à la force de son thé. Elle savait qu'il valait mieux ne pas insister. À Sainte Mildred, on laissait les rumeurs mûrir sur le moment et les cueillir trop tôt en gâchait le goût. Ailleurs, dans le petit bureau tapissé de livres du presbytère, le révérend Pottle se livrait à ses propres spéculations. L'inspecteur Crayford est passé en revenant des lieux, cherchant des informations sur le défunt. M. Carroway assistait occasionnellement aux offices, a admis le vicaire, poli, réservé. Il parlait bien des cantiques, appréciait les plus anciens, mais ne parlait jamais beaucoup de lui-même. J'avais l'impression qu'il était habitué à un environnement plus métropolitain. L'inspecteur Crayford, qui prenait des notes soignées dans son petit carnet de cuir, leva les yeux. « Avez-vous déjà entendu parler de désaccords? Entre voisins, peut-être? »« Pas à ma connaissance, » répondit le révérend Pottle. Puis, fronçant les sourcils, bien que Mme Emily Price, notre organiste, ait un jour mentionné qu'il avait décliné une invitation à rejoindre la Société d'horticulture. Elle a semblé prendre cela comme une offense personnelle, mais ce n'est pas vraiment de la violence. Crayford referma son carnet d'un léger claquement. Parfois, ce sont les plus petites choses qui mènent aux ennuis, reviennent. Merci pour votre temps.
À midi, la nouvelle était parvenue jusqu'à ceux qui se trouvaient au bout du chemin paroissial, et l'histoire avait commencé son inévitable transformation. Selon un récit, M. Carroway avait été retrouvé avec un mot à la main, bien que rien de tel n'ait été vu. Selon un autre, l'orchidée exotique de la serre avait été empoisonnée pour tuer sa propriétaire, une théorie absurde, mais qui a gagné en popularité simplement parce qu'elle était si novatrice. Miss Marple passa l'après-midi dans son petit jardin, s'occupant ostensiblement de ses rosiers, mais observant en réalité discrètement les allées et venues de la Grand-Rue. Elle remarqua Madame Briggs passer d'un air déterminé, ses mains gantées agrippant le manche de son parasol comme une arme. Peu après, Emily Price se précipita dans la direction opposée, l'air tiré. À 3h30, la jeune Alice, la servante du Limes, s'approcha de la grille de Miss Marple, les mains crispées dans son tablier. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-elle précipitamment, mais je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. « C'est à propos d'hier, à propos de M. Carroway. » Miss Marple ouvrit le portail et guida la jeune fille vers un banc sous le lilas. « Pourquoi ne t'assieds-tu pas, ma chère? Prends ton temps. » Alice était perchée au bord, jetant des regards autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. « C'est bien. Je sais que l'inspecteur pense que c'est arrivé hier après-midi, mais je l'ai vu dans la véranda ce matin-là, en train de parler à un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, vêtu d'un manteau marron. Ils n'avaient non pas l'air amicaux. M. Carroway parlait à voix basse, mais je l'ai entendu dire quelque chose comme « Pas ici, et demain, ce sera peut-être trop tard. » « C'est intéressant, » dit Miss Marple d'un ton doux. « En avez-vous parlé à l'inspecteur Crayford? » Alice secoua la tête. « Non, mademoiselle, j'avais peur d'avoir des ennuis en entendant des choses, et l'inspecteur, eh bien, il ne semble pas croire aux bonnes. » Miss Marple lui adressa un sourire bienveillant. Parfois, les plus petites observations sont les plus importantes. Vous avez bien fait de me le dire. Après le départ de la jeune fille, Miss Marple resta assise un moment, son esprit travaillant à sa manière calme et précise. Un inconnu dans la véranda, une remarque énigmatique sur le temps qui passe, et un homme qui s'était donné beaucoup de mal pour paraître ordinaire dans un endroit où tout le monde était remarqué. À la tombée de la nuit, la lueur des lampadaires éclairait les fenêtres de la Grand-Rue. Derrière les rideaux de dentelle et les stores tirés, le village se préparait pour le dîner et pour une nouvelle série de spéculations. L'air semblait plus lourd, comme si la chaleur estivale avait pris un autre poids. Miss Marple, assise à son bureau, prenait quelques notes dans un petit carnet qu'elle montrait rarement. Elle n'avait pas encore de réponse, mais elle avait, soupçonnait-elle, un début de questions pertinentes. L'inspecteur Crayford commença sérieusement son enquête le lendemain matin, arrivant à St. Mildred, avec la vivacité et l'efficacité d'un homme habitué à porter le poids d'une affaire sur ses épaules. Il était accompagné du sergent Latham, un jeune officier à l'œil attentif et à l'air légèrement méfiant de quelqu'un qui apprend encore à tempérer l'autorité officielle avec les sensibilités du village. Le Limes était solennel et silencieux, sa large façade géorgienne ne laissant rien présager du drame qui régnait à l'intérieur. La véranda, dont la verrière incurvée captait la lumière matinale, semblait presque trop sereine pour être le théâtre d'une mort violente. Pourtant, à l'intérieur, l'air conservait la douce et légère odeur des fleurs exotiques, mêlée maintenant au parfum plus âcre de la terre et à un autre souvenir de trouble. Crayford arpentait le sol carrelé d'un pas mesuré, notant la disposition des plantes, le pot éparpillé de la veille, toujours conservé pour le photographe de la police, et la légère trace de terre menant à la petite porte latérale. « Verrouillée de l'intérieur » demanda-t-il au sergent Latham. « Oui, monsieur, » répondit Latham. « Aucun signe d'effraction. La femme de chambre jure que la porte était verrouillée lorsqu'elle l'a trouvée, mais la clé était dans la serrure. » Crayford fronça les sourcils. « Étrange.
trop soigné pour un voleur pressé, et rien ne laisse présager que quoi que ce soit ait été volé. Pas qu'on puisse le dire, répondit Latham. Pourtant, les papiers personnels de M. Carroway sont rares. Pas de carnet d'adresse, pas de lettres visibles, presque comme s'il préférait garder ses affaires secrètes. Dehors, l'inspecteur trouva Mme Briggs qui l'attendait dans l'allée de gravier, son parasol la protégeant du soleil et le regard aussi perçant que celui d'un détective. « Je savais que ça finirait mal, » déclara-t-elle avant même qu'il puisse la saluer. « Je l'avais prévenu, inspecteur. Ces agissements, ces trafics, ça ne mène qu'à des ennuis. Je le lui ai dit en face. À quelle transaction faites-vous référence, Madame Briggs ? » Elle hésita, puis pinça les lèvres. « Je n'ai pas l'habitude de colporter des histoires, mais il recevait des colis à toute heure, des caisses en bois, lourdes et qui ne proviennent d'aucune pépinière d'Angleterre. J'en ai vu une ouverte une fois, des orchidées rares d'Amérique du Sud, de celles qu'on paye des sommes exorbitantes. Et elles ne proviennent pas toujours de sources fiables, si vous voyez ce que je veux dire. » Crayford la remercia et prit note, même si l'expérience lui avait appris à peser soigneusement les avertissements du village. Les avertissements de Mme Briggs, que je rencontrais par hasard, impliquent souvent une surveillance bien plus attentive qu'elle ne voulait bien l'admettre. Pendant que l'inspecteur effectuait sa ronde, Miss Marple se livrait à sa propre enquête discrète. Ce matin-là, elle fait une promenade tranquille le long de High Street, s'arrêtant ici et là avec une apparente nonchalance. À la poste, elle s'enquiert d'un paquet de thé de Bath, permettant à Mme Cribbs de mentionner spontanément que M. Carroway avait envoyé plusieurs lettres recommandées ces dernières semaines, toutes adressées à l'étranger. Chez l'épicier, elle s'arrêta devant un étalage de citrons, écoutant M. Headley lui expliquer en toute confiance qu'il avait un jour livré un sac de terreau au lime et qu'il avait trouvé Carroway en pleine discussion avec un homme portant un manteau marron dont la description avait été donnée par Alice. « Je ne l'ai jamais revu, ni depuis, » dit Headley, mais il n'avait pas l'air du genre amical. En début d'après-midi, l'inspecteur Crayford se rend au cottage de Miss Marple. Il connaissait sa réputation, même si elle ne la revendique jamais elle-même, et, bien qu'il fût trop expérimenté pour prendre pour argent comptant toutes les observations d'un amateur, il comprenait aussi la valeur d'un regard discret dans un endroit comme St. Mildred. « Je crois savoir que vous étiez à l'exposition florale, Miss Marple, » commença-t-il poliment. « Oui, inspecteur. » Un après-midi des plus agréables jusqu'à ce qu'elle laisse sa phrase s'éteindre, laissant la gravité s'installer. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans les manières de M. Carroway ?» Miss Marple croisa les mains sur ses genoux, peut-être seulement parce qu'il semblait s'efforcer de rester de bonne humeur. « J'ai toujours trouvé suspect, inspecteur, que la gaieté d'une personne soit un tantinet trop délibéré. » Et il avait l'habitude de jeter un coup d'œil vers la ruelle, comme s'il attendait quelqu'un. C'était, je crois, avant sa conversation avec Mme Briggs. Crayford hocha la tête et prit une note. « Et vous n'auriez pas croisé quelqu'un d'inconnu ?»« Je n'ai pas réussi à identifier un ou deux visages, » a-t-elle admis. « Mais il arrive que des inconnus viennent aux fêtes du village. Je dois cependant mentionner que j'ai entendu Mme Briggs le mettre en garde contre ses plantes. On peut être très passionné par son jardin, parfois autant que par sa réputation. » L'inspecteur partit avec une révérence courtoise, même si Miss Marple soupçonnait qu'il n'accordait pas encore à ses observations l'importance qu'elles méritaient. Ce n'était pas grave. Les graines de la compréhension mirent du temps à germer. Plus tard dans la journée, le sergent Latham se rend au salon de thé pour s'entretenir avec Emily Price, l'organiste, aperçue à plusieurs reprises près du Limes. Emily, qui se targuait de sa discrétion, se montra d'abord réticente, mais la patience de Latham porta rapidement ses fruits. « Je connaissais un peu M. Carroway, » admit-elle en baissant la voix. « Nous partagions un intérêt pour la musique, et il avait un jour mentionné avoir vécu à Vienne. Mais il y avait quelque chose caché chez lui. Il ne m'a jamais invité à entrer,
sauf une fois, pour admirer une orchidée particulièrement rare en fleurs. C'est ce même jour que j'ai aperçu l'homme en manteau brun sortir par le chemin de traverse. J'ai demandé à M. Carroway qui il était, et il a complètement changé de sujet. Lorsque l'inspecteur rassembla ses notes ce soir-là, certains faits commencèrent à concorder, quoique vaguement. Il y avait l'étranger au manteau marron, les importations inhabituelles, les lettres à l'étranger et les conversations vite interrompues. Et puis, il y avait l'affaire de la porte verrouillée de la véranda, un détail qui refusait de rester enfoui dans l'esprit de Crayford. Miss Marple, quant à elle, avait passé l'après-midi à tricoter dans son petit salon, ses aiguilles cliquetant doucement tandis qu'elle repensait aux conversations de la journée. Elle percevait presque les nuances sous-jacentes des notes défensives, les omissions subtiles, la façon dont les gens parlaient parfois trop pour éviter de dire l'essentiel. Alors que l'horloge de l'église sonnait 8 heures, elle posa son tricot et se servit une tasse de thé. Quelque part dans le tissage de ces petits fils apparemment disjoints se cachait la vérité sur la mort de M. Carroway. Elle n'en était pas encore certaine, mais elle savait, par expérience, que si elle continuait à écouter, à observer et à attendre, le fil conducteur se dessinait. Et à saint. Mildred, les schémas avaient tendance à se révéler souvent lorsque le village croyait que l'affaire était presque réglée. Au 3e jour après la mort de M. Carroway, l'enquête de l'inspecteur Crayford commença à prendre une tournure plus précise. Les rumeurs qui circulaient à Sainte Mildred avaient apporté beaucoup de couleurs, mais très peu de substance, et il était déterminé à ancrer l'affaire dans des faits aussi insaisissables fussent-ils. Pourtant, dans un village, les faits étaient souvent enrobés d'opinions personnelles, de rancune et d'embellissement, et les distinguer s'avérait difficile. Le sergent Latham, suivant les pistes de la veille, avait dressé une courte liste de personnes pouvant raisonnablement être qualifiées de personnes d'intérêt. En tête de liste figurait Mme Penelope Briggs. On l'avait entendu lancer un avertissement sévère à Carroway, quelques heures seulement avant sa mort. Elle était connue pour son arrogance et son orgueil encore plus vif en matière d'horticulture. Plus d'un villageois avait laissé entendre que les fleurs exotiques de Carroway avaient détourné l'attention de ses roses prisées ces derniers mois. Crayford rendit visite à Mme Briggs ce matin-là et la trouva dans la véranda de sa maison, impeccable, ordonnée et imprégnée du léger parfum des fleurs bien entretenues. Elle le reçut avec l'assurance d'une femme peu habituée aux excuses. « Inspecteur, je vous l'ai déjà dit, » dit-elle en ajustant la position d'un arrosoir. « Mon avertissement était formulé de la manière la plus amicale possible. Je pensais simplement qu'il était imprudent pour un nouveau venu de s'intéresser à ces sources. On entend parler de vol, de maladie des plantes, de contrebande. Je voulais qu'aucun scandale ne touche notre société. » Crayford observa son expression. « Vous n'aimiez pas M. Carroway ?» Elle hésita. L'affection n'avait rien à voir là-dedans. Nous nous connaissions. J'admirais son talent, mais pas ses méthodes. Pourtant, un meurtre ? Non, inspecteur. C'est bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ses paroles étaient mesurées, mais il y avait une lueur dans son regard lorsqu'il mentionnait l'exotisme des orchidées, un éclair de quelque chose qui aurait pu être du ressentiment ou peut-être de la peur. Le deuxième nom sur la liste était Emily Price, l'organiste, aperçue près du Lems et admise à une brève visite à l'intérieur. Interrogée plus longuement, Emily révéla quelque chose de nouveau. « Il avait promis de me donner une bouture d'une de ses orchidées les plus rares, » dit-elle, mais il semblait réticent, comme s'il risquait de rompre un accord. J'ai pensé qu'il était peut-être simplement possessif, mais maintenant je me le demande. Il y avait aussi la jeune Alice, la bonne, qui avait été la première à donner l'alerte. Crayford lui parla de nouveau, insista gentiment pour obtenir des détails. « Tu m'as parlé de l'homme au manteau marron, » lui rappela-t-il. « Te souviens-tu d'autre chose de ce matin-là » Alice se mordit la lèvre.
Eh bien, il y avait une boîte dans la véranda, une caisse en bois à moitié ouverte. Je n'y ai jeté qu'un coup d'œil, mais il y avait un tissu sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Pas des fleurs, cependant. La forme n'était pas bonne. Plutôt une pile de livres, peut-être, ou des registres. J'ai trouvé ça bizarre. Cette remarque resta gravée dans l'esprit de Greyford. Une véranda fermée à clé, une caisse vide de plantes et un homme avec qui Carroway avait une conversation tendue. Une combinaison qui pouvait laisser présager quelque chose de plus complexe qu'une simple dispute à propos de fleurs. En milieu d'après-midi, l'inspecteur avait un autre nom à considérer, M. Headley, l'épicier qui avait livré des provisions aux Limes et avait été témoin d'une dispute. Headley était un homme sérieux, sans mobile apparent, mais il a admis que Carroway avait été très brusque avec lui à plusieurs reprises. Il n'était pas ce qu'on pourrait appeler impoli, expliqua Headley, mais il n'aimait pas les questions. Un jour, alors que je l'interrogeais sur une livraison, il m'a répondu que ce n'était pas mon affaire et a fermé la porte. Miss Marple, à sa manière discrète, remarquait également le même schéma. Un homme qui surveillait ses affaires avec soin, évitait les engagements au sein du village et fréquentait, ne serait-ce que brièvement, un visiteur inconnu. Elle réfléchissait à la liste des suspects possibles et savait que les candidats évidents n'étaient pas toujours les bons. Pourtant, elle avait constaté au fil des ans que les premières suppositions de la police pouvaient être aussi révélatrices que la preuve finale. Ce soir-là, la salle des fêtes a accueilli une réunion d'urgence de la Société horticole. Officiellement, il s'agissait de discuter du report de l'exposition estivale à venir par respect. Officieusement, c'était l'occasion pour les membres d'exprimer leurs opinions sur le scandale qui les entoure désormais. Madame Briggs préside la réunion d'un ton sec. Nous ne pouvons pas laisser cet événement tragique ternir la réputation de la société, commença-t-elle en balayant la salle du regard. La police fera son travail, mais nous devons veiller à ce que le public comprenne que nos valeurs demeurent irréprochables. Depuis le fond, M. Wilkins marmonna. Plus facile à dire qu'à faire, évoquant contrebande et meurtre. Cette remarque déclencha une vague de murmures. Emily Price s'est levée pour protester. Nous ne savons rien avec certitude. Il est mal de condamner un homme sans preuve, même s'il est resté discret. Miss Marple, assise près du banc, écoutait sans interruption. Ce qui l'intéressait n'étaient pas les mots eux-mêmes, mais les regards échangés entre certains membres, la façon dont la main de Madame Briggs serait le marteau lorsqu'il était question de contrebande, et la façon dont M. Wilkins baissait rapidement les yeux lorsqu'il était fait allusion à l'étranger en manteau brun. Après la réunion, Mademoiselle Marple s'attarda dans le vestibule, discutant aimablement de la météo avec Madame Cottrell. Ce faisant, elle se plaça suffisamment près pour entendre Emily Price dire à un autre membre « Ce n'est qu'une question de temps, avant qu'il ne réalise que ce n'était pas du tout une question de plantes. » Le ton était feutré, presque empreint de regret. Tandis que Miss Marple rentrait chez elle par le chemin tranquille, la lumière des lampadaires éclairant les haies, elle repensa à cette remarque. Si le meurtre n'avait pas eu pour objet les plantes, alors pourquoi Carroway avait-il gardé si précieusement dans sa véranda? Et pourquoi était-ce si important pour que quelqu'un tue? Dans le petit salon de sa chaumière, elle s'installa dans son fauteuil, tricotant, son esprit ressassant les visages, les voix et les indices subtils qu'elle avait observés. L'inspecteur croyait peut-être détenir ses premiers suspects, mais Miss Marple connaissait le village mieux que n'importe quelle liste officielle. Les mobiles peuvent être enfouis sous des années de civilité, et les indices les plus vrais pouvaient se cacher dans les plus infimes lapsus. Et quelque part, soupçonnait-elle, l'homme au manteau marron ou quelqu'un lié en bonne santé toujours à saint. Mildred, attendant de voir dans quelle direction les soupçons tourneraient. Le lendemain de la réunion de la Société d'horticulture, le temps était clair et doux, une journée qui se serait déroulée sans incident n'importe quelle autre semaine.
Pourtant, une tension invisible régnait à St. Mildred. Les conversations au comptoir s'essoufflaient à l'arrivée de nouveaux arrivants et les voisins s'attardaient plus longtemps que d'habitude aux portes des jardins, la tête penchée comme des conspirateurs. Miss Marple, qui avait passé son petit déjeuner à relire une courte lettre d'une nièce de Torquay, décida qu'une promenade vers l'autre bout du village pourrait s'avérer bénéfique, tant pour sa santé que pour sa compréhension des événements récents. Elle prit son temps, s'arrêtant de temps à autre pour admirer les fleurs du solstice d'été ou pour saluer un villageois. Lorsqu'elle atteignit le chemin près de The Limes, la vue de la maison, avec ses volets clos et son jardin silencieux, lui rappela une chose qu'elle savait depuis longtemps. Un lieu laissé à l'abandon, même quelques jours, prend un autre visage, comme s'il gardait ses propres secrets. C'est là qu'elle rencontra le sergent Latham, sortant de la véranda, un petit carnet à la main. Il la salua poliment, un peu surpris. « Bonjour, Miss Marple. Je recueille juste quelques informations pour l'inspecteur. » Rien de bien spécial à voir. Elle sourit, l'air de quelqu'un qui se satisfait facilement. « J'oserais dire non, sergent. Pourtant, c'est une très belle serre. Saviez-vous que certaines orchidées ne fleurissent qu'un jour ou deux? Clignez des yeux et vous risquez de les manquer complètement. » Latham hésita, puis dit « Il y a une plante là-dedans qui, selon l'inspecteur, pourrait être importante. Une variété rare, mais nous ne l'avons pas encore identifiée. Elle ne correspond à aucun des catalogues. »« Curieuse, » murmura Miss Marple. « Était-il en pleine floraison? »« Non, madame, juste une seule tige dont la fleur a été coupée nette. » Ce détail s'imprima dans l'esprit de Miss Marple comme une graine en terre fertile. Elle ne posa plus de questions, se contenta de lui souhaiter une bonne journée et poursuivit sa promenade, ses pensées tournant désormais tranquillement autour de cette nouvelle information. Pourquoi couper une fleur d'une plante rare? Pour la vendre? Pour cacher son existence? Ou pour l'envoyer quelque part, peut-être dans un petit colis bien fermé? Plus tard dans la matinée, elle passe à la poste sous prétexte d'acheter des timbres. Madame Cribbs, avec sa vivacité habituelle, lui tendit les feuilles, non sans être portée volontaire. « Nous avons reçu un colis plutôt étrange la semaine dernière, recommandé et adressé à l'étranger. Du Limes, bien sûr. Petite boîte, mais lourde pour sa taille. Ça aurait pu être un livre, même s'il a un peu bougé quand je l'ai déplacé. » Miss Marple rangea l'information. Une fleur rare coupée de sa tige, un mystérieux colis envoyé à l'étranger et un homme en manteau marron qui avait rencontré Carroway peu avant sa mort. Chacun formait un fil conducteur, encore distinct, mais qui commençait à esquisser les contours d'un motif plus vaste. Cet après-midi-là, l'inspecteur Crayford se rend à son cottage d'un ton vif mais cordial. « J'ai pensé que vous seriez intéressée, mademoiselle Marple, dit-il, par quelque chose que nous avons trouvé dans la véranda. Derrière l'un des bancs de plantation, il y avait un petit bout de papier, à moitié froissé. À première vue, ce n'était rien, juste une enveloppe déchirée. Mais le cachet de la poste est de Marseille, et enfin, ce n'est pas anglais. Français, peut-être. Marseille, répéta doucement Miss Marple, comme si elle goûtait le mot. Une ville portuaire, inspecteur. Des navires y vont et viennent du monde entier. C'est ce que je pensais, répondit-il. Ça pourrait être rien, ça pourrait être tout. Mais tant que nous n'aurons pas traduit ce qui reste de l'écriture, ce ne sera qu'une pièce de puzzle sans place. Après son départ, Miss Marple s'assit près de la fenêtre, tricotant sur ses genoux, le doux cliquetis des aiguilles rythmant ses pensées. Elle se souvient, avec la clarté que l'âge confère parfois, d'une affaire survenue bien des années plus tôt, concernant un spécimen botanique de contrebande. La plante avait été expédiée en morceaux, racines ici, feuilles là, et avait fleuri dans un autre colis pour échapper à la détection. Une orchidée rare, se rappela-t-elle, était particulièrement précieuse pour les collectionneurs qui payaient cher ce qu'ils ne pouvaient pas se procurer facilement.
Alors que la lumière de l'après-midi déclinait, elle décida d'aller rendre visite à Emily Price. L'organiste vivait dans une modeste maisonnette bordée de géraniums en pot, son petit salon dégageant une légère odeur de cirage et de lavande. Emily l'accueillit chaleureusement, quoique avec une pointe de nervosité. « Je pensais, » commença doucement Miss Marple, « à votre visite aux Limes, vous avez mentionné que M. Carroway semblait hésitant à vous donner cette coupure. Vous a-t-il jamais dit pourquoi? » Emily baissa les yeux vers sa tasse de thé, sauf qu'elle ne lui appartenait pas entièrement. Je pensais qu'il voulait dire qu'elle appartenait à un collectionneur, mais maintenant je ne sais plus. Il semblait presque effrayé, même s'il essayait de rire. Et ce collectionneur avait-il un nom? Non, dit Emily après une pause, mais j'ai bien entendu M. Carroway parler français une fois. Au téléphone, je crois. Je l'avais reconnu de l'école, même si je n'avais pas compris les mots. Miss Marple part avec un adieu poli, son esprit revenant au cachet de Marseille. Un contact francophone, des plantes rares envoyées en pièces détachées, et un décès dans une véranda fermée à clé commençaient à ressembler à un puzzle dont les pièces d'angle auraient été retrouvées, mais dont l'image resterait obscurcie. Ce soir-là, tandis que le village se préparait pour le dîner, Miss Marple se promena lentement dans la grande-rue. L'air estival était calme, le parfum du chèvrefeuille s'échappant des haies. Pourtant, derrière cette façade paisible, elle percevait un malaise profond. Les gens s'observaient plus attentivement, pesaient leurs mots et spéculaient à voix basse. Elle rentra chez elle avec une résolution silencieuse. L'étape suivante consistait non pas à chercher de nouvelles informations, mais à réexaminer ce qu'elle savait déjà. D'après son expérience, le plus petit indice se révélait souvent sous un angle légèrement différent, comme la fleur absente de cette plante rare, dont l'absence était bien plus éloquente que sa présence. Le lendemain, une fine brume recouvrait St. Mildred's, atténuant les contours des chaumières et des haies. Elle conférait au village une atmosphère de calme introspectif, comme si le lieu lui-même retenait son souffle. Le calme, cependant, était trompeur. Sous ce voile, les habitants de St. Mildred's étaient agités, leur conversation devenait plus vive et leur regard plus lourd de sens que leurs paroles. L'inspecteur Crayford avait commencé à sentir ce changement lors de sa tournée matinale. Au salon de thé Bluebell, il s'arrêta pour parler à Madame Cottrell, habituellement réservée. « C'est une drôle de situation, inspecteur, » dit-elle en remuant son thé un peu trop vivement. « On entend des choses, mais personne n'a envie de les dire ouvertement, surtout quand il s'agit de voisins. » « Et pourtant, » répondit Crayford, « la vérité finit toujours par éclater, Madame Cottrell. Tôt ou tard. » Elle hésita, puis se pencha en avant. « Je vais vous dire, Madame Briggs et Emily Price ont eu une altercation après la réunion de la société. Je les ai vues dans le cimetière le lendemain matin. Emily disait quelque chose comme « Si ça se sait, tu le regretteras » et Madame Briggs était blanche comme un linge. Qu'on en pense ce qu'on veut. Ce même matin, Miss Marple reçoit une visite inattendue. La jeune Alice, la servante du Limes, se tenait de nouveau à son portail comme si elle avait lutté contre elle-même avant de se décider à parler. « Je ne devrais pas vous dire ça, mademoiselle, » commença-t-elle, mais il y avait quelque chose dans le bureau de M. Carroway avant tout cela. Une photo dans un cadre argenté. Elle le montrait avec un autre homme, élégamment vêtu, debout devant un navire. La photo a disparu. Je l'ai cherchée en rangeant le lendemain, mais elle n'était pas là. Le regard de Miss Marple se posa gentiment sur la fille. « Et vous ne l'avez pas enlevée vous-même? »« Oh non, mademoiselle, je n'oserais pas. Mais quelqu'un d'autre a dû le faire. L'inspecteur dit que rien n'a été dérangé, mais je suis sûr qu'il restait une petite marque carrée sur le bureau, là où se trouvait le cadre. » La perte de cette photographie fit à Miss Marple l'effet d'un fil soudainement coupé. Quel que soit le lien qu'elle représentait, quelqu'un avait voulu l'effacer, et d'après son expérience,
On allait rarement aussi loin, sauf si cela révélait une vérité redoutée. À midi, la tension monta au grand jour au village. Chez l'épicier, Emily Price et Madame Briggs se trouvèrent à portée de voix, et la réserve polie céda rapidement. « Tu as chuchoté à mon sujet, Pénélope, » dit Emily, sa voix résonnant au-dessus des boîtes empilées. Madame Briggs se raidit. « Si tu crois que je dois chuchoter, Emily, tu te trompes, tu connaissais bien trop bien M. Carroway pour une femme dans ta position. Et c'est quel poste, exactement ?» Les joues d'Emily s'empourprèrent. « Une organiste célibataire? Tu n'es pas aussi discrète que tu le penses, Pénélope. D'autres seraient peut-être intéressés de savoir où tu étais l'après-midi précédant l'exposition florale. La jeune vendeuse reste figée sur place, partagée entre le réapprovisionnement en sucre et l'écoute attentive. Madame Briggs plissa les yeux, mais ne dit rien de plus. Elle quitte la boutique d'un pas rapide, laissant Emily la tête haute, mais les mains tremblantes. Miss Marple, arrivée juste à temps pour entendre la fin de cet échange, fit ses achats, sans faire de commentaires. Pourtant, elle gardait ce moment en mémoire. De telles confrontations publiques se déroulent rarement sans que des griefs latents ne les sous-tendent. Plus tard dans l'après-midi, Crayford rencontra une certaine résistance. De retour aux Limes pour examiner les effets personnels de Carroway, il constata que la clé du bureau manquait dans le jeu de rechange de la maison. Alice affirme ne pas l'avoir déplacée et qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. Quelqu'un était donc entré et sorti à l'insu de la police. Pendant ce temps, Miss Marple s'approcha discrètement. Elle alla voir le révérend Pottle, apportant un petit pot de confiture de ketch en guise d'excuse. Autour d'une tasse de thé, elle demanda, avec son air détourné, si le révérend avait déjà conseillé M. Calloway sur une affaire privée. Le vicaire hésita avant de répondre. Il vint me voir un jour, de manière inattendue, et me demanda si l'Église tenait des registres de certaines arrivées. Des invités étrangers à la paroisse, bien sûr. Je lui répondis que nous n'avions rien de tel. Il parut déçu, mais changea rapidement de sujet. Cela me parut étrange sur le moment, mais je n'y prêtai plus attention. Au moment où Miss Marple quitta le presbytère, elle avait déjà les esquisses d'un soupçon, sans pour autant aboutir à une conclusion, mais une idée de la tournure que pourrait prendre la vérité. Carroway cherchait quelqu'un qui était venu à St. Mildred, peut-être discrètement, et qui était peut-être encore là. À la tombée de la nuit, une fine bruine commença à tomber, brouillant la lumière des lampadaires dans les rues du village. Miss Marple, assise près du feu de son salon, avait mis son tricot de côté et repensait aux événements de la journée. Des confrontations avaient éclaté, des secrets avaient été évoqués et un objet de convoitise avait été découvert. La photographie manquante avait disparu. Les fils commençaient à s'en mêler, mais dans cet enchevêtrement, elle sentait que se trouvait le nœud qu'elle allait devoir défaire. Quelque part entre les façades polies et les vérités à moitié dites, quelqu'un à St. Mildred en savait plus qu'il n'en avait dit. Et tôt ou tard, il serait contraint de le révéler, peut-être non pas par des mots, mais par ces petites choses insouciantes que Miss Marple savait si bien déchiffrer. Le lendemain matin apporta un changement de temps et de ton à l'enquête. Un vent frais balaya St. Mildred, faisant vibrer les treilles de rosiers et faisant murmurer les ifs du cimetière. C'était le genre de journée venteuse qui semblait perturber le village, comme si l'air lui-même avait apporté quelque chose de désagréable. L'inspecteur Crayford était déjà aux Limes avant que la plupart des villageois aient fini leur petit déjeuner. Un message lui avait été remis tard la veille au soir par un jeune du coin qui jurait qu'il avait été glissé sous la porte du commissariat. Il ne contenait ni salutation, ni signature, seulement une brève phrase soigneusement rédigée. Regardez dans l'étang derrière la véranda. À 8 heures, l'agent de service avait bel et bien trouvé quelque chose, à moitié caché sous les nénuphars. C'était un gant d'homme, en cuir marron, trempé, mais encore en forme. Dans la doublure, légèrement brodée,
se trouvait un nom, mais pas celui de Carroway. La broderie indiquait simplement « Dufour ». Ce nom ne disait pas grand-chose à Crayford, mais il offrait au village un sujet de conversation nouveau. En quelques heures, Madame Whitcomb racontait à qui voulait l'entendre que Dufour avait une consonance étrangement étrangère, ce qui, à ses yeux, était une raison suffisante pour faire des bêtises. D'autres se souvenaient avoir entendu Carroway parler français, et la boucle était bouclée. Miss Marple apprit la découverte par la jeune Alice, qui se précipita à son chalet sous prétexte de livrer des œufs frais. « On a sorti un gant de l'étang », dit-elle, essoufflée. « L'inspecteur dit qu'il appartenait à un certain Dufour, et je sais que j'ai déjà entendu ce nom, mademoiselle. J'en suis sûre. Seulement, je ne sais plus où. » Miss Marple accepta les œufs avec gratitude. « La mémoire est comme un jardin, ma chère. Il faut parfois attendre la bonne saison pour que les choses fleurissent. » Plus tard dans la journée, elle fit une promenade tranquille le long du parc, remarquant les gens rassemblés en petits groupes, parlant à voix basse. Elle s'arrêta chez l'épicier pour acheter un petit sac de farine et trouva Emily Price au comptoir, le visage pâle. Emily la salua poliment, mais sans sa chaleur habituelle, et lorsqu'elle se retourna pour partir, Miss Marple remarqua que ses mains gantées étaient un peu trop serrées. Pendant ce temps, Crayford avait chargé le sergent Latham de rechercher un lien local avec le nom de R. Dufour. Le sergent revint en milieu d'après-midi avec une information intrigante. Il existe un registre au dock de Brenton concernant un certain monsieur René Dufour arrivé il y a 3 mois de Marseille, rapporta Latham. Aucune adresse ultérieure n'est indiquée, mais la date le situe ici juste une semaine avant l'installation de M. Carroway aux Limes. L'inspecteur fronça les sourcils. Ils auraient donc pu arriver ensemble, ou du moins se connaître. Pourtant, personne ici n'avoue les avoir vus ensemble. Sauf la bonne, lui rappela Latham. L'homme au manteau marron pourrait être notre Dufour. Tandis que la police suivait cette piste, un événement inattendu secoua le village. Ce soir-là, Madame Cottrell, qui se targuait de connaître parfaitement sa maison, découvrit qu'un petit tiroir de son bureau avait été ouvert. Rien ne semblait manquer, à l'exception d'une enveloppe qu'elle avait conservée et contenant une fleur séchée. Elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même à son défunt mari. Lorsqu'elle confia cela à Miss Marple, le lendemain matin, la vieille dame l'écouta attentivement. « Cela venait du jardin de ma sœur en France, » expliqua Madame Cottrell. « Il avait des années, mais j'aimais le garder, blanc, avec des pétales étrangement courbés, une sorte d'orchidée. Ma sœur me l'avait envoyé après avoir rendu visite à des amis près de Marseille. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un pourrait en vouloir. » Le regard de Miss Marple, pourtant doux, devint plus vif. « À moins, dit-elle lentement, que ce ne soit pas le sentiment qui compte, mais l'espèce. Certaines choses valent plus qu'on ne l'imagine. » À ce moment-là, l'humeur du village avait basculé de la simple curiosité à une attitude plus vive. On ne parlait plus seulement de savoir qui avait pu détester Carroway, mais aussi des raisons pour lesquelles certaines personnes semblaient garder secrètes des éléments de leur histoire. Madame Briggs fut aperçue quittant le bureau de poste en trombe, un télégramme à la main. Emily Price commença à éviter complètement la grande rue. Et à 2 reprises, tard dans la soirée, une grande silhouette fut aperçue marchant dans la ruelle en direction du Limes, sans que personne puisse dire avec certitude de qui il s'agissait. L'inspecteur Crayford, pressentant l'enjeu croissant, opta pour une approche plus directe. Il prit rendez-vous pour s'entretenir séparément avec Madame Briggs, Emily Price et Madame Cottrell au cours des 2 jours suivants. Chacune, soupçonnait-il, en savait plus qu'elle ne l'avait admis. Mais avant qu'il puisse commencer ses entretiens, un autre rebondissement le força à agir. Peu après midi, le sergent Latham vint le trouver avec une nouvelle urgente. « Monsieur,
L'un des jardiniers qui nettoyait de l'autre côté du Lims trouva ceci coincé dans la haie. Il lui tendit une boîte métallique étroite et cylindrique du genre de celles utilisées pour transporter les boutures de plantes délicates. À l'intérieur, enveloppée de papier ciré, se trouvait la fleur manquante de l'orchidée rare de Caraway. Ses pétales, bien que commençant à faner, présentaient encore un motif inhabituel, blanc strié de veines cramoisies profondes, qui attiraient le regard vers l'intérieur, presque hypnotique. Crayford le fixa, la mâchoire serrée. Quelqu'un l'avait donc pris, caché, et pour une raison inconnue, ne l'avait pas envoyé, ou peut-être avait-il été interrompu avant de pouvoir le faire. Lorsque Miss Marple apprit cela, sa réaction ne fut pas la surprise, mais la confirmation. Elle soupçonnait déjà que la fleur disparue était au cœur de l'affaire, mais ce nouveau détail, le fait qu'elle ait été cachée si près de la maison, suggérait que le tueur avait agi sous une pression bien plus grande que prévu. Ce soir-là, tandis que le vent faisait vibrer les fenêtres de son petit salon, Miss Marple, assise à son tricot, réfléchissait aux révélations de la journée. Le nom Dufour, le gant dans l'étang, la fleur pressée volée, et maintenant la fleur d'orchidée retrouvée, ce n'étaient plus des indices épars, mais des fragments d'une structure qu'elle pouvait presque voir. Presque, mais pas encore assez clairement. Et elle savait par expérience que le moment où l'image commençait à émerger était souvent le moment où le coupable, sentant le danger, agirait à nouveau. 2 jours s'étaient écoulés depuis la découverte de la fleur d'orchidée cachée, et Sainte Mildred semblait plus calme en apparence. Trop calme, pensa Miss Marple. Les rumeurs animées s'étaient dissipées en de petits échanges circonspects. Les gens parlaient encore, mais maintenant, ils s'observent, pesant chaque mot. Le village était entré dans cette curieuse phase d'une enquête où ceux qui avaient quelque chose à cacher commençaient à comprendre que le danger ne résidait pas dans le souvenir du crime, mais dans la reconstitution de ses détails. Miss Marple passa sa matinée à se promener jusqu'au bout du pré, s'arrêtant pour discuter avec ceux qu'elle croisait. C'était lors de ces rencontres fortuites qu'elle trouvait souvent les informations les plus révélatrices. De retour à son cottage, elle avait confirmé ses soupçons concernant chacune des personnalités clés. Madame Briggs, Emily Price et Madame Cottrell avaient modifié leurs habitudes depuis la mort de M. Caraway. Madame Briggs ne s'attardait plus dans les salons de thé. Emily avait quasiment disparu de la vue du public et Madame Cottrell avait commencé à verrouiller son bureau, même en plein jour. Peu après le déjeuner, l'inspecteur Crayford est venu. Son attitude était vive, mais pas hostile. « Mademoiselle Marple, a-t-il commencé, je commence à croire que, quelle que soit l'affaire dans laquelle Caraway était mêlé, il ne s'agissait pas seulement de plantes. Nous avons eu confirmation que M. René Dufour avait quitté Marseille dans un nuage. Des questions se posent concernant des envois illégaux de plantes rares, mais il semble avoir disparu après son arrivée en Angleterre. » Miss Marple le regarda fixement. « Et pourtant, je ne pense pas qu'il ait complètement disparu, inspecteur. Je pense qu'il est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. La difficulté n'est pas de le trouver, mais de le reconnaître. » Crayford fronça les sourcils. « Tu as quelqu'un en tête ?»« J'ai quelques possibilités, » répondit-elle doucement, « mais la certitude ne s'acquiert pas par des suppositions. Il faut parfois s'arranger pour que les gens se montrent. » L'inspecteur hésita. « Vous avez une idée pour un tel arrangement, je suppose ?» Miss Marple sourit faiblement. « Peut-être. Mais cela nécessitera votre coopération et un peu de subtilité. Nous devons donner à notre coupable le sentiment qu'une opportunité s'est présentée, une opportunité à laquelle il ne faut pas résister. » Ce soir-là, elle mit son plan à exécution. Sous couvert d'une réunion innocente, elle invita Madame Briggs, Emily Price et Madame Cottrell à son cottage le lendemain après-midi pour prendre le thé. Elle suggéra également, par une remarque judicieusement placée lors de l'audition de Madame Cottrell, que l'inspecteur Crayford avait fait en sorte que d'importantes preuves botaniques soient exposées lors de la réunion
avant d'être mise en lieu sûr. Le lendemain, le jour se leva radieux, une brise tiède emportant le parfum des roses par les fenêtres ouvertes. Miss Marple dressa sa petite table de salon avec sa plus belle porcelaine et une assiette de scones au raisin. Sur une table d'appoint, drapée d'une nappe blanche, elle déposa une petite boîte en bois scellé. À l'intérieur, rien de plus dangereux qu'un pot de fleurs vide, mais son poids et la présence silencieuse de l'inspecteur en arrière-plan lui conféraient une certaine importance. Ses invités arrivèrent à quelques minutes d'intervalle. Madame Briggs fut la première, le bord de son chapeau projetant une ombre vive sur ses yeux. Emily Price la suivit, jetant des regards autour d'elle comme si elle s'attendait à trouver quelqu'un d'autre déjà présent. Madame Cottrell arriva la dernière, arborant le sourire légèrement cassant d'une femme déterminée à paraître à l'aise. La conversation commença par des remarques polies sur le temps, l'état des rosiers et le sermon du pasteur du dimanche précédent. Miss Marple sert le thé, les mains fermes, l'air chaleureux et discret. Pourtant, elle observait attentivement les regards de ses invités, observant où ils s'attardaient. Ce fut Émilie qui jeta la première un coup d'œil vers la boîte couverte, mais ce fut Madame Briggs qui retourna sans cesse, tel un chat qui surveille une porte close. Au milieu du thé, Miss Marple reposa sa tasse. « Vous savez, dit-elle avec douceur, j'ai pensé à cette pauvre fleur de l'orchidée de M. Carroway. Quel dommage qu'elle ait été perdue, et pourtant, peut-être pas tout à fait. Imaginez si on pouvait la comparer précisément à un autre spécimen. Cela prouverait sans l'ombre d'un doute d'où elle vient et à qui elle a été promise. » Il y eut un léger tintement lorsque la cuillère de Madame Cottrell toucha le bord de sa tasse. Émilie baissa les yeux vers son assiette. Madame Briggs, cependant, se raidit légèrement, les mains immobiles sur la nappe. Miss Marple laissa le silence s'installer juste assez avant d'ajouter « Bien sûr, l'inspecteur Crayford emportera bientôt cette boîte. Elle contient... Bon, je ne dois pas trop en dire, mais c'est peut-être la dernière pièce dont nous avons besoin. » Crayford, captant son regard, se leva pour rapprocher la boîte de la porte. Ce faisant, Miss Marple perçut ce qu'elle attendait. Une lueur de calcul dans ses yeux, celle qui mesure le temps, la distance et le risque d'agir maintenant plutôt que plus tard. C'était infime, et la plupart l'auraient manqué, mais pour Miss Marple, c'était aussi révélateur qu'une confession criée. Le thé se termina sans incident, et ses invités partirent avec des remerciements polis. Mais Miss Marple savait qu'elle avait mordu à l'hameçon. Celui qui avait le plus à craindre de cette boîte ne pourrait pas la laisser tranquille bien longtemps. Ce soir-là, Crayford et ses hommes surveillent discrètement la ruelle. Peu avant minuit, une silhouette s'approcha du portail de Miss Marple. La nuit était sans lune, et les pas étaient imprudents, mais pas assez. Lorsque la silhouette se pencha pour soulever le loquet, 2 agents de police sortirent discrètement de l'ombre. Lorsque la lumière de la lanterne éclaira le visage de l'intrus, Miss Marple était déjà à sa fenêtre, l'air calme, presque plein de regrets. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il leur soit facile d'accepter la défaite, mais elle savait qu'ils ne pourraient résister à l'envie d'essayer. Et maintenant, enfin, elle sentait la vérité se cristalliser autour de ses premiers soupçons. Pourtant, elle savait aussi que l'histoire complète restait à raconter et que les motivations humaines étaient rarement aussi simples qu'elles le paraissaient. Demain, elle entendrait ce que l'inspecteur avait à dire. Et alors, peut-être, elle expliquerait comment les fils s'étaient tissés, du premier avertissement dans le jardin du presbytère au pas silencieux devant son portail dans la nuit noire. Le lendemain de l'arrestation de minuit, l'aube s'annonça radieuse et sereine, comme si la météo elle-même avait décidé d'ignorer le malaise du village. Pourtant, dans le bureau provisoire de l'inspecteur Crayford, au poste de gendarmerie, l'air était lourd du poids de ce qui venait de se passer. La personne enlevée la veille au soir au portail du jardin de Miss Marple était maintenant en garde à vue, son sang-froid en apparence intact,
mais avec la légère raideur de celui qui sait que son avantage lui a échappé. Crayford avait fait venir Miss Marple peu après le petit déjeuner. Elle arriva ponctuellement, canne à la main, l'air doux et posé. Il se leva à son entrée, désignant la chaise en face de son bureau. « Je dois admettre, mademoiselle Marple, commença-t-il, que votre instinct était encore bon. Nous avons surpris madame Briggs en personne devant votre portail. Elle prétendait qu'elle se promenait simplement et avait remarqué la boîte, mais le fait qu'elle essayait de soulever le loquet à minuit rend cette affirmation plutôt douteuse. Miss Marple s'installa, les mains jointes sur ses genoux. Je ne pense pas qu'elle ait eu l'intention de faire une promenade nocturne, inspecteur. Il est bien plus probable qu'elle ait voulu savoir si la boîte contenait la fleur de M. Carroway. Orchido peut être quelque chose d'encore plus incriminant. Crayford se pencha en avant. Nous avons également trouvé dans son sac à main un trousseau de clés, dont l'une ouvre la porte latérale de la véranda du Limes. Cela soulève des questions sur ses déplacements le jour du meurtre. En effet, dit doucement Miss Marple. Et il est peut-être temps de répondre à ces questions en réunissant toutes les parties concernées. L'inspecteur hésita. « Vous voulez dire un rassemblement ?»« Oui, » répondit Miss Marple. « Ici, à la salle des fêtes, s'il vous plaît. Je crois que la vérité est prête à être dite et il est préférable qu'elle le soit en présence des personnes les plus concernées. Il y a des choses que même vous, inspecteur, ignorez encore. En milieu d'après-midi, la petite salle de réunion de la salle des fêtes avait été disposée en demi-cercle. Étaient présentes Madame Briggs, le visage pâle, mais le dos raide, Emily Price, nerveuse et jouant avec ses gants, Madame Cottrell, dont le regard allait d'une personne à l'autre tel un oiseau ne sachant où se poser, et la jeune Alice, l'air anxieux mais déterminé. Le sergent Latham se tenait à l'écart, carnet à la main, tandis que Crayford présidait aux côtés de Miss Marple. Une fois tout le monde installé, Miss Marple commença d'une voix calme et posée. « J'aimerais commencer par une petite observation. On commet rarement un meurtre pour des raisons qu'on est prêt à avouer, même à soi-même. Le mobile déclaré est souvent un écran de fumée. Le véritable mobile se cache dans un recoin plus intime du cœur. » Son regard s'arrêta brièvement sur madame Briggs avant de se tourner vers les autres. Dans ce cas précis, nous avons beaucoup parlé d'orchidées rares, exotiques et précieuses. Mais l'orchidée au cœur de cette affaire n'était pas une simple plante. Elle était la clé d'un arrangement entre M. Carroway et une autre personne. Cette personne, je crois, était M. René Dufour, un homme récemment arrivé de Marseille et connu pour ses pratiques botaniques illicites. M. Dufour était venu à St. Mildred pour finaliser le transfert d'un spécimen rare, mais pas de la manière dont on l'aurait imaginé. Un bruissement résonna dans la pièce. Emily Price serra les doigts sur ses gants. Madame Cottrell remua sur son siège. Miss Marple poursuit. La fleur coupée de l'orchidée de M. Carroway devait être expédiée à l'étranger, dissimulée dans un colis inoffensif. Son destinataire la compare aux autres parties de la plante déjà introduites clandestinement, complétant ainsi un spécimen vivant d'une valeur considérable. Mais un problème se posait. M. Carroway commençait à douter de la sagesse de son intervention. Par conscience ou par peur, il comptait conserver la fleur, perturbant ainsi la composition. Cette décision mettait sa vie en danger. Elle marque une pause, laissant le poids de ses paroles retomber. « Madame Briggs, vous avez maintenu que votre seule préoccupation était la réputation de la société. Mais vous avez été moins loquace au sujet de vos propres relations avec M. Carroway. Vous aussi, vous aviez reçu une orchidée pressée provenant du jardin de votre sœur en France. De la même espèce que la plante rare de M. Carroway. Ce n'était pas une orchidée sentimentale, comme vous l'avez laissé entendre, mais un échantillon que vous avez envoyé Dufour, qui avait autrefois courtisé vos faveurs dans les cercles horticoles. Vous l'avez gardé caché, connaissant sa valeur, jusqu'à ce que l'arrivée de Carroway rouvre l'affaire.
Lorsque vous avez compris qu'il risquait de trahir la composition, vous l'avez confronté dans la serre. Les mots ont viré à la violence, et dans la lutte, il est tombé, se cognant la tête. Vous avez alors verrouillé la porte de l'intérieur et êtes sorti par l'entrée latérale, emportant la fleur avec vous. Les lèvres de Madame Briggs se lancent, mais elle ne dit rien. Le regard de Miss Marple se porta sur Emily Price. « Quant à vous, ma chère, vous avez agi involontairement. On vous avait promis une coupure, mais lorsque M. Carroway a refusé, vous l'avez soupçonné d'égoïsme. C'est vous qui avez vu l'industriel en veste brune le jour du meurtre. Pourtant, vous n'avez rien dit à l'inspecteur, de peur d'être impliqué dans une affaire douteuse. En vérité, votre seule culpabilité réside dans votre silence. » Le visage d'Émilie rougit, mais il y eut une lueur de soulagement. Finalement, Mademoiselle Marple s'adressa à Madame Cotterell. « Et vous, Madame Cotterell, on vous a volé quelque chose sur votre bureau, une fleur pressée, toujours de la même espèce, non pas pour sa beauté, mais pour son importance botanique. Ce vol a eu lieu après le meurtre, car on cherchait à effacer toute trace de l'orchidée à Sainte Mildred, hormis celle de la serre. » L'inspecteur Crayford prit la parole pour la première fois. « Vous accusez Madame Briggs, Miss Marple, et le gant retrouvé dans l'étang du four est-il à ma taille ?» Le regard de Miss Marple s'adoucit. Dufour était là, certes, mais pas le tueur. Il était le destinataire prévu de la fleur, et lorsqu'elle ne lui parvint pas, il paniqua. Le gant fut perdu lors d'une tentative précipitée de le récupérer dans le parc, tentative qui échoua. Madame Briggs, cependant, voyait dans sa présence une opportunité, si les soupçons pesaient sur lui, de rester en sécurité. Mais en fin de compte, inspecteur, ce ne furent pas les indices majeurs qui la trahirent, mais les plus infimes. Sa façon de ne pas détourner les yeux de la boîte dans mon salon, la connaissance qu'elle avait de la signification de la fleur alors que seuls les coupables peuvent la connaître. Le silence suivit. Madame Briggs resta assise, immobile, les mains jointes, puis laissa échapper un long soupir. « Vous avez beaucoup d'imagination, Miss Marple, » dit-elle enfin, d'une voix manquant de conviction. « Ce n'est pas de l'imagination, Madame Briggs, » répondit doucement Miss Marple. « C'est simplement de l'observation et la compréhension qu'en matière de cœur et de cupidité, les gens se comportent d'une manière qu'ils ne peuvent dissimuler. » L'inspecteur Crayford se leva et fit signe au sergent Latham. La salle s'agita de murmures discrets, tandis que Madame Briggs était escortée, son sang-froid commençant à se fissurer. Miss Marple, restée assise, s'autorisa un léger soupir. La vérité, une fois dite, semblait souvent si simple, et pourtant elle savait combien de petits pas patients il fallait pour y parvenir. Et même si la justice suivait son cours, elle ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux racines complexes de la folie humaine qui avait mené cette affaire à son dénouement amer. Pendant plusieurs jours, après l'arrestation de Madame Briggs, Sainte Mildred semble fonctionner dans un état de choc modéré. Les chapeaux à fleurs de la rue principale étaient inclinés plus bas. Les voix baissaient instinctivement à la mention de certains noms, et l'atmosphère de civilité cordiale était teintée d'une sorte d'incrédulité. Pour beaucoup, Madame Briggs incarnait l'ordre du village, une femme d'une bienséance rigide, quoique quelque peu autoritaire. L'idée qu'elle puisse être capable de violence semblait mal à l'aise au milieu des haies bien entretenues et des heurtoirs en cuivre poli. Le salon de thé Bluebell devint, comme toujours, le centre d'information et de conjectures. Madame Cotterell y était 2 jours plus tard, racontant comment elle avait échappé de justesse aux soupçons. Emily Price revint peu après, sa réserve habituelle adoucie par le soulagement. Toutes deux étaient prudentes dans leurs propos en public, même si, dans les coins et derrière les écrans, elles s'autorisent de plus longues conversations. La jeune Alice, désormais libérée de son emploi au LIMS, du moins jusqu'à ce que la question de sa propriété soit réglée, fut hébergée temporairement par une cousine. Un matin,
Elle rend visite à Miss Marple, lui apportant un bouquet de pois de senteur en guise de remerciement. « Je n'aurais jamais cru qu'elle ferait une chose pareille, » admit Alice, assise sagement au bord de la chaise du salon. Madame Briggs, je veux dire. Elle avait toujours l'air si convenable. Mais je suppose qu'on peut être convenable en apparence et tout autre chose en dessous. Les yeux de Miss Marple se plissèrent avec bienveillance. « Oui, ma chère, il existe de nombreuses formes de tromperie, et la respectabilité extérieure est l'une des plus convaincantes. Mais le plus souvent, la vraie nature d'une personne se révèle dans de petites choses, comme sa façon de parler quand elle pense que personne ne l'écoute, ou son regard sur ce qu'elle convoite. » L'inspecteur Crayford est passé plus tard le même jour. Bien que visiblement satisfait que l'affaire soit résolue, une pointe de doute persistait dans son expression. « Je dois vous l'accorder, mademoiselle Marple. Votre façon de la faire parler était peu conventionnelle, mais efficace. J'avoue qu'une partie de moi se demande encore si nous avons tout vu. Ce Dufour nous a filé entre les doigts. Il viendra, » répondit l'inspecteur Miss Marple en lui servant « du thé. Ce genre d'homme arrive toujours, mais c'est un commerçant, pas un tueur. » C'était la cupidité et un orgueil blessé qui animaient Madame Briggs. Elle ne supportait pas l'idée que Carroway puisse avoir quelque chose sur elle, ni qu'il puisse lui cacher une prise. L'implication de Dufour fut l'étincelle que sa propre vanité alimenta. Crayford hocha lentement la tête. « Tu crois qu'elle voulait le tuer? » « Je pense, dit Miss Marple, qu'elle voulait l'effrayer, lui prendre la main et s'assurer que l'affaire ne soit jamais révélée. Mais quand on joue avec l'intimidation, elle peut tourner à la violence en un clin d'œil. Et alors, la ruée commence à brouiller les pistes, à jeter le doute ailleurs. C'est là que les erreurs se commettent. L'inspecteur est parti avec la promesse de la tenir informée si Dufour était retrouvé. À la fin de la semaine, le Lims était fermé et silencieux, sa véranda autrefois fière ternie par une fine pellicule de poussière sur les vitres. Les étrangers de passage s'arrêtaient pour l'observer, s'interrogeant peut-être sur son abandon soudain. Pour les habitants, cependant, c'était simplement un chapitre clos, même si les rumeurs persistaient encore quelque temps dans les cuisines et les salons. Par un après-midi chaud, Miss Marple prend le thé dans son petit jardin, savourant le parfum de ses modestes roses. Emily Price la rejoignit, qui avait enfin trouvé le courage de venir la voir. Emily était plus silencieuse que d'habitude, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. « Je voulais dire, » commença-t-elle, « que j'avais eu tort de ne pas parler plus tôt. À propos de l'homme au manteau marron, je veux dire, je pensais me protéger, mais en réalité, j'ai peut-être rendu les choses plus difficiles. » Miss Marple prend sa tasse de thé. « Nous faisons tous des choix, Miss Price, certains par peur, d'autres par fierté. L'important, c'est que vous compreniez le prix du silence, et vous n'étiez pas la seule à hésiter pour vous forcer la main. » Ils restèrent assis un moment dans un silence complice, le bourdonnement des abeilles emplissant l'air chaud. Émilie jeta un coup d'œil vers la haie du fond. « Crois-tu que le village redeviendra un jour comme avant? » Miss Marple eut un léger sourire. « Le village continuera à peu près comme avant. Les visages changent, les rumeurs se propagent, mais la nature humaine reste obstinément la même. On oublie le scandale avec le temps, mais on ne cesse jamais d'en parler. » Après le départ d'Émilie, Miss Marple resta dans le jardin, ses pensées revenant à l'affaire. Elle se surprit à réfléchir non pas au crime lui-même, mais à la fragilité du tissu social qui unissait Sainte Mildred. Il suffisait de si peu, d'un seul acte d'envie ou de cupidité pour défaire ces liens. Et pourtant, cette même petite communauté parvenait à se ressaisir discrètement, à absorber le choc et à poursuivre son chemin. À la tombée de la nuit, elle rangea son nécessaire à thé et rentra. Sur son bureau se trouvait un mot de sa nièce de Torquay, plein de nouvelles concernant une fête de charité. Elle sourit en le lisant, le réconfort familier des nouvelles de famille lui permettant de se détendre face aux événements plus aigus. Dehors, les premiers lampadaires de la Grand-Rue s'allumèrent. Dans les salons de thé,
Chez l'épicier et le long de la ruelle du presbytère, le rythme du village reprenait. Mais çà et là, quand les conversations s'apaisaient, quelqu'un se souvenait de l'été où la serre du Lims avait été le théâtre d'un scandale, et où Miss Marple, de sa voix douce et de son œil patient, avait discerné, au-delà des fleurs, les racines emmêlées. Dans le silence de son salon, elle s'autorisa une dernière pensée avant de prendre son tricot. La nature humaine, dans toutes ses variations, était aussi complexe et durable que n'importe quelle plante de serre, et tout aussi capable de produire quelque chose de beau ou de toxique, selon la façon dont elle était entretenue.